Nos chers invités sont toujours là, Oris Donkovi, Fioclo Adangwenou et Luis Kamako. On va maintenant parler de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles pour 2023. En tout cas, ses sorties, le pouvoir suffisant, ses démarches, ses déclarations également. Le président Félix Antoine Tshisekedi veut postuler pour un deuxième mandat et apporter les réformes nécessaires pour son pays, la République démocratique du Congo. Luis Kamako, rien de surprenant. Oui, rien de surprenant, parce que il a même déjà dit, c'est-à-dire que c'est un deuxième mandat légitime. La constitution congolaise le lui reconnaisse là. Il est congolais, il a droit à 2 mandats. Je crois que jusque-là, il n'a fait qu'un seul mandat. Et quand vous voyez les concessions qu'il a faites, quand vous voyez la manière dont il est venu au pouvoir, c'est normal que aujourd'hui il ambitionne en fait un second mandat. On a vu les chassés croisés que ce monsieur a eu avec le président français, en fait Emmanuel Macron, ce président français là qui organise la relance de l'économie africaine après le coronavirus. Actuellement, il est le président de l'Union africaine. Tout récemment, on a vu qu'il a déposé sur la table des députés un projet de loi portant sur la réforme de la CENI, qui a d'ailleurs passé à la CENI comme une lettre à la poste. Quand vous voyez toutes ces déclarations, c'est-à-dire que rien n'étonne, c'est plutôt le contraire qui nous aurait étonné. Aujourd'hui, il est en roue libre pour un second mandat. Et comme je le disais tout à l'heure, la constitution congolaise le lui permet, donc il n'y a pas de quoi à spéculer ou bien ça se passe de commentaires, quoi. Voilà, Fioclou, quand on pose la question au président Antoine Félix Tshisekedi, parlant de l'ancien président Joseph Kabila, il dit qu'il y a des relations cordiales entre les deux. Ils s'appellent chaque fois. Vous lui posez la question sur Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi Chapeau, il dit il n'y a pas de problème. S'ils se présentent en 2023 même, il n'y a pas de problème, même s'ils sont dans l'union sacrée. Ben, finalement, ils se pointent pour 2023, le président Félix Antoine Tshisekedi. Même dans l'union sacrée, il y a l'opposition. Et il a bien dit si haut. Etienne Tshisekedi a formé l'union sacrée, qui n'est pas une plateforme politique, mais lui-même, d'après lui, il a dit que c'est une stratégie de gouvernement. Ce qui veut dire que il a réclamé qu'on refasse la CENI. Et il propose même que l'élection présidentielle se fasse à 2 tours. Compte tenu des réformes qu'il a entamées, et surtout la paix qu'il veut ramener dans l'Ituri, en décrétant l'état de siège, en donnant le pouvoir aux militaires et à la police. Et d'ailleurs, cet état de siège qui porte déjà ses fruits, on peut dire que ce monsieur a une vision, bien une ambition pour redresser le Congo. Il a une ambition pour redresser le Congo. Son père a été Premier ministre, Mobutu. On a vu ce qu'il a pu faire. Mais aujourd'hui, c'est son fils qui connaît bien le rouage de la RDC, c'est-à-dire du Congolais. Et il veut marquer peut-être ces 2 mandats de son empreinte. Là, je lui tire chapeau. Horus, quand on voit tout ce qu'il a fait, il mérite ce second mandat pour terminer les œuvres. Bon, c'est le peuple congolais qui peut décider de s'il mérite un second mandat. Bon, pour moi, Félix Tshisekedi, mettons que pour moi, c'est un bon diplomate. Et mettons qu'il a une bonne équipe de communication. Voilà, c'est ce que je dirais. Après, c'est vrai que quand on est président du Congo, on n'est pas président d'une petite chose. Et quand on est président d'un pays qui est un passif comme le Congo, effectivement, il n'y a rien de facile à cela. Vous avez je ne sais pas, des personnalités difficiles à circonscrire, qui ont énormément de ressources, énormément d'argent, une population monstre, un territoire hyper convoité par tout le monde, des voisins assez turbulents. Sa présidence n'est pas facile. Maintenant, comme je dis, je pense que c'est au peuple congolais qui reviendra de décider si vraiment on doit lui accorder un autre mandat. Ceci étant dit,
Ce qui me gêne peut-être dans ce qu'il y a au Congo, c'est que on est toujours, et ce n'est pas spécifiquement au Togo, au Congo, on est toujours dans le politique. Bon, on aimerait bien voir des avancées économiques, financières, l'éducation, la santé, ainsi de suite. C'est-à-dire autre chose dans lesquelles on pourrait se démarquer. Moi, ce qui me gêne un peu, que ce soit au Congo et en Afrique, c'est qu'on a l'impression d'être dans une campagne perpétuelle. On finit les présidentielles, on va aux municipales, on finit les municipales, on va aux législatives, on finit les législatives, on est déjà aux présidentielles. Bon, on finit les présidentielles, on attend le remaniement ministériel, le remaniement ministériel fini, on essaie de... Et à un moment, quand il y a ça, moi je crie panen et circenses, c'est-à-dire le pain et les jeux du cirque. C'est-à-dire on oriente, on a la propension à orienter nos populations sur du strictement politique, alors qu'il faut pouvoir l'orienter sur des défis qui sont aussi les défis de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire, de la productivité, de la créativité, du soft power, comment se vendre en tant qu'Africain, comment vendre nos économies, nos possibilités, et ainsi de suite. Et on a l'impression qu'au niveau de nos gouvernants, il n'y a pas cela. Lorsque je vois les interventions de M. Félix Tshisekedi, j'ai les sujets récurrents de la sécurité, j'ai les sujets récurrents du problème minier, les sujets récurrents des frictions politiques qu'il y a au Congo, de la corruption, ainsi de suite. Et puis après, peut-être, il y a cette petite chose qu'il dit qui est intéressante, où il dit nous avons je ne sais plus combien de millions combien de centaines de millionnaires au Nigeria. Je souhaite atteindre cet objectif-là aussi avec le Congo. Il faut que le Congo ait une classe efficiente de personnes qui sont capables financièrement de booster l'économie nationale. Oui, cela est intéressant. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, notamment pour l'importance que revêt le Congo, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, mais que prévoit-il de faire économiquement parlant, l'agriculture, ainsi de suite et tout ça. Parce que dans la démarche de... Disons, dans la communication qui est faite sur le continent africain, on a l'impression qu'on n'interagit pas politiquement et économiquement. On a l'impression que le Togo est dans son petit coin, le Congo est un peu à côté, la Zambie un peu... Alors qu'en réalité, il y a des influences. On s'influence les uns et les autres. Et le Congo, c'est le fantasme historique, c'est les sources du Nil, c'est un potentiel pas possible, de l'électricité qui peuvent alimenter une région, des intellectuels togolais qui officient au Congo et qui ramènent de la richesse et des connaissances et ainsi de suite. Je pense que le monsieur qui a géré le pétrole à un moment au Togo, il y a eu le scandale, monsieur, j'oublie son nom, il y a eu un scandale de Adjakli. Je pense que monsieur Adjakli a officié au Congo, si je ne me trompe. Oui. Il a officié en RDC. Il a officié en RDC. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup plus de liens entre nous qu'on ne les laisserait penser. Et c'est pour ça que je trouve que, en termes de politique africaine, nos chefs d'État se doivent de mieux faire. Il y a d'autres choses à vendre que oui, je serai candidat 2023, je serai candidat les élections, la CENI, rebelote. On a l'impression que dans l'État, il n'y a que ça. Et les populations s'orienter à ne s'intéresser qu'à ça. Pendant ce temps, il y a des gens qui s'installent, qui prennent du foncier. Il y a des gens qui investissent dans les capitaux, qui investissent dans les sociétés d'État. Il y a des gens qui s'occupent des mines. Il y a des communautés entières qui s'installent. Je pense qu'on en a besoin aussi. C'est un droit constitutionnel. Il faut qu'à chaque fois, mais pas que ça. On donne le pouvoir, en fait, on élise, en fait, on donne la destinée, on confie la destinée du pays à d'autres personnalités. Les grands États ont évolué comme tel. Et ça fait partie de la démocratie. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un processus démocratique. Je pense que les élections je ne remets pas en cause doivent le processus, être régulières. D'être régulières. Nous sommes en 2021 et c'est tout à fait, c'est de bonne loi que on commence par parler de l'élection suprême de 2023. Nous sommes en 2000, ça dit que 2 ans, c'est tout un préparatif qui se fait
Donc, il n'y a pas de quoi. Mais le problème, c'est que ça dit que tu as d'abord posé la question tout à l'heure de savoir si est-ce qu'il a droit de candidater pour un second mandat. Bon, là, je pense que tu es en train de questionner de façon implicite le bilan de Voilà, Félix Tshisekedi. J'allais revenir. Et là, on est tous d'accord que durant ce mandat, Félix Tshisekedi n'a pas eu la main libre de travailler. Ouais. On a vu les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir. À l'époque, on parlait d'une alternance pacifique parce que beaucoup vous diront qu'il n'est pas le vrai gagnant de la présidentielle. Je ne dis pas que Martin Fayulu, qui continue pas à constater ses résultats, est non plus le gagnant. Mais ce qui est sûr, Félix Tshisekedi n'était pas le vrai gagnant, mais il va falloir justement garantir les intérêts de quelqu'un. Ça revient toujours, garantir les intérêts du colon. Et il va falloir changer Joseph Kabila, qui a déjà fait, boucler ses mandats constitutionnels. Donc il va falloir que quelqu'un vienne le remplacer, un homme de confiance. Et à l'époque, Félix Tshisekedi, et il n'exclut pas de revenir. C'est un alter ego de Joseph Kabila. Donc quand il est venu, il a su se débarrasser en fait des mains, en fait des hommes forts de Joseph Kabila. On a vu les conditions dans lesquelles il a destitué le Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Toutes ces institutions-là ont été reconstituées. Donc, pendant tout son mandat, il n'a eu qu'à faire que ça. Donc, peut-être l'occasion... 5 ans, non, je pense. 5 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans donc le temps, ça passe vite. À venir, c'est pour peut-être... Oui, tout ça a été une bataille politique, une bataille juridique. C'est-à-dire que dès que vous faites des propositions, il y a toujours des adversaires qui vous opposent, qui s'opposent en fait. Et donc, pendant tout ce temps-là, Tshisekedi ne peut pas en fait faire asseoir véritablement son programme de société ou bien son programme de campagne. C'est tout à fait normal que pour quelqu'un qui nourrisse des ambitions pour son pays, pour le Congo, c'est tout à fait normal qu'il en fait se porte garant pour un second mandat. Oui, je peux dire que le président Etienne Tshisekedi a sorti la tête de l'eau seulement après la formation de l'Union sacrée. Il a posé les jalons de la lutte contre la corruption en faisant partir les ténors des grandes institutions de la République, y compris son directeur de cabinet. Aujourd'hui, lui-même a dit que certaines institutions de la République et l'armée de la RDC est un groupe de mafia, est constitué de mafiosos, qu'il est là pour remettre tout dans la bonne voie et pour l'intérêt général. Et il a fait une grande partie. Il a commencé à mettre de l'ordre dans l'armée avec les nouvelles nominations. Et pour preuve, les généraux qu'il a nommés dans l'Ituri au moment de l'état de siège, ces généraux ont fait des preuves en quelques mois. Ont fait des preuves. Les militaires qui vendaient les armes et les munitions sont arrêtés, les déserteurs sont arrêtés, les rebelles sont arrêtés et ont récupéré plusieurs portions de territoire qui étaient sous leurs occupations. Et maintenant, au niveau politique, on peut dire qu'il y a un peu la stabilité. Mais c'est au niveau économie et finances qui est la deuxième voie qu'il va lancer parce que les contrats miniers sont en cours d'être remis en cause. Parce qu'il y a peu de transparence sur certains contrats. Et il y a une équipe spéciale qui s'occupe de la révision de ces contrats. On va parler du Togo pour finir avec le CNAP, qui est la concertation nationale des acteurs politiques. Le parti UNIR invite à la poursuite de ces discussions, satisfait, si on peut le dire, de l'avancée de cette concertation entre les acteurs politiques au Togo. Fioclou, UNIR, qui parle de poursuite de ces discussions. Oui, il y a quelques semaines, le président de l'ANC a adressé, Jean-Pierre Favre a adressé un courrier au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, pour la suspension provisoire de leur participation. Pourquoi? Quelques jours plus tard, leur chargé de communication, M. Jean Dupuis,
a fait un communiqué pour dire que... Éric ou Jean? Éric Dupuy a dit que il n'y aura pas de politique de chaise vide. Que le président fait des observations et que c'est ces observations qui se feront, qui vont les conduire, le traitement de ces observations qui vont les conduire à poursuivre ou pas. Le secrétaire exécutif de l'UNIR a fait un communiqué qui demande la poursuite de la participation de l'ANC à cette concertation. Ce qui veut dire que c'est un prélude aux élections. UNIR décide à la place de l'ANC, je veux voir clair. Non, ce n'est pas que l'UNIR décide à la place de l'ANC. Le communiqué dit clairement qu'il est souhaitable que tous les partis politiques, dans le cadre de la concertation, continuent le travail collégial. Ouais, c'est un souhait. C'est un souhait. Le secrétaire exécutif n'a pas intimé l'ordre à qui que ce soit. C'est un souhait. À lire le communiqué. Et il n'y a pas que l'ANC qui est le grand parti dans ce cadre. L'objectif du gouvernement, d'après moi, c'est que tous les partis politiques participent à ce cadre de concertation pour un meilleur déroulement de cette élection régionale. Sinon, le pouvoir peut, à lui tout seul, organiser et dire qui veut venir, qui ne veut pas venir, ce n'est pas son problème. Mais cette fois-ci, le pouvoir voudrait la participation de tous, comme ça a été pour les élections locales. Parce que, avec la loi 2019-006 du 26 juin 2019, il est bien dit que désormais au Togo, le Togo est divisé en collectivités territoriales pour la gestion participative et inclusive de la population. Donc, il est bien dit que tous les partis politiques adhèrent à ce cadre, donnent leur point de vue, qui sera étudié, discuté, et on va trouver un consensus. C'est là l'objectif de ce cadre de concertation des acteurs politiques du Togo. C'est une bonne initiative du gouvernement. Oui, une bonne initiative du Kamako. Je suppose que c'est au cours de cette concertation que les conditions pour une meilleure organisation de ces élections vont pouvoir avoir lieu. Mais visiblement, c'est bien l'initiative de UNIR dans la forme et dans le fond, finalement. Oui, dans la forme, c'est bien. Encore qu'on parle d'élection, c'est là où la préoccupation de Russe d'un coup trouve sa préoccupation. Son inquiétude, c'est là où c'est fondé. Aujourd'hui, on parle des élections régionales. À peine, on vient en fait de sortir d'une élection présidentielle. On a fait les élections locales, on a fait les élections législatives, 4 élections. Il l'a dit tout à l'heure, d'une manière globale. Moins de 5 ans. Alors qu'on sait ce que coûte en fait l'organisation d'une élection pour un pays. 4 élections, en fait, en moins de 5 ans. On aurait pu peut-être aimer, on aurait pu peut-être voir que ces élections, les locales, les régionales et les législatives soient couplées. Ça, au moins, on peut le faire. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le cadre même, est-ce que c'est pas une bonne initiative? C'est bien, c'est en politique qu'il faut toujours discuter. Effectivement. Mais discuter sur quoi? On discute encore des élections. Et j'ai toujours dit que ce cadre, en fait, c'est une bonne initiative. Mais est-ce que les conditions, est-ce que le moment s'y prête? Parce qu'on sort à peine d'une élection présidentielle et que jusque-là, il y a un contentieux électoral. Il y a la dynamique Monseigneur Kodro qui n'a pas toujours tourné cette page. Et même dans le camp du pouvoir, on remarque aujourd'hui qu'il y a des gens, en fait, il y a des militants de la dynamique Monseigneur Kodro qui sont toujours poursuivis. Il y a des gens qui sont sous le coup d'accusation à cause de cette élection. Pour vous, il faut régler au prime abord? Je crois que oui, cette question. Il faut régler. C'est-à-dire que si on veut réellement, en fait, on veut réellement régler le problème, on ne doit pas aller dans le rafistouplage. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tourner autour du pot. À l'époque, c'est ce que la dynamique Monseigneur Kodro a exigé. C'est-à-dire ce regroupement de partis politiques avait posé des préalables devant conduire à un dialogue sérieux, devant justement permettre d'assainir en fait, le cadre électoral togolais pour qu'on ait désormais une élection libre, transparente, qui ne sera plus contestée.
La dynamique a demandé qu'on aille, en fait, qu'on vide le contentieux électoral issu de la dernière élection suprême et qu'on libère les détenus politiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de citoyens togolais qui sont toujours en prison à cause de leur prise de position, à cause de la politique. Il y a des gens qui sont arrêtés juste parce qu'ils avaient manifesté contre le pouvoir. Il y a des gens qui sont arrêtés juste parce qu'ils ont contesté les résultats de la dernière élection présidentielle. Il y a tout cela, il y a tout ce problème-là qui est là et qu'on n'a pas réglé. Et donc, la DMK demande aujourd'hui que tout ce problème-là soit résolu avant qu'on ne parle d'une autre élection. Parce que, le doyen Fiocou l'a dit, l'objectif aussi, c'est d'aller aux élections régionales. Ces élections régionales qui n'auront pas lieu à Lomé. Malheureusement, beaucoup sont autour de cette table de négociation, mais peu savent seulement que les élections régionales n'auront pas lieu à Lomé. Donc je pense que hier, le parti l'ANC, le doyen l'a dit, qui un temps a voulu claquer la porte. Le cas, au début, il participait, mais a claqué la porte parce qu'il a dénoncé. Il disait qu'il n'y a pas de sérieux qui se fait. À l'époque, je le disais aussi, pourquoi est-ce qu'on ne nous communique pas sur ce dialogue? Pourquoi on ne nous dit pas ce qui se fait là-bas? C'est vrai, on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire que tout ce que vous faites pour nous, sans nous, est contre nous. Donc, si réellement la concertation qui se fait là-bas, si le dialogue c'est pour le peuple togolais, il faut que le peuple là soit informé. On n'est pas informé. Dieu merci, c'est juste parce que l'ANC a menacé de claquer la porte que le secrétaire exécutif de l'ONU, enfin le secrétaire exécutif de l'Union pour la République, a fait sortir ce communiqué. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas eu en fait, cette tentative de désaction... Après le cas, si l'ANC sort également, oui, c'est troué finalement. C'est troué finalement. Cette concertation. Surtout que le président national de l'ANC l'a dit hier que le pouvoir veut discuter, mais il ne met pas sur le tapis des sujets sérieux, sur lesquels, en fait, des sujets sérieux pour trouver des problèmes. C'est-à-dire que l'ANC accuse le pouvoir de trouver, en fait, des complices. Il s'agit juste de faire réunir les gens et puis nous avons discuté, on va donner crédit peut-être à la communauté internationale, au peuple togolais. On continue pas à penser à vous, donc c'est de ça. Donc si c'est l'ANC qui le dit, donc je pense qu'il y a vraiment matière, il y a matière à réflexion. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, mais je le dis, le cadre c'est une bonne chose, donc il va falloir qu'on s'asseye, on discute de nos problèmes, mais est-ce que réellement c'est du vrai, est-ce que c'est du sérieux que nous faisons? Donc c'est ça la question. Horus, le cadre, c'est une bonne chose. La déclaration est également à saluer. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de fond. Et le fond, il a dit DMK, d'autres partis de l'opposition, d'autres militants qui sont, est-ce que je peux lui dire, embastillés ou autres. Finalement, il faut aller en profondeur avant de véritablement parler de ce cas de concertation. Oui, la logique voudrait qu'on puisse aller en profondeur. La logique voudrait que, comment dirais-je, comme il a dit, le contentieux soit vidé. Et surtout, je pense à tous ceux qui sont embastillés, qui sont privés de leur droit de liberté. Maintenant, il y a ce qui devrait être et il y a ce qui est. Est-ce que, dans l'état actuel des choses, le parti UNIR semble en difficulté ou en manque de, comment dirais-je, d'appui de quelque bord que ce soit, d'argent, Est-ce que vous avez l'impression qu'il est acculé par une quelconque menace venant de l'intérieur ou de l'extérieur? Ben non. Donc par conséquent, qu'il propose de réunir les gens autour d'une table sans pour autant se sentir dans l'obligation d'une quelconque démarche, il n'y a rien d'étonnant à cela. Il n'y a rien qui ne le contraigne à accepter une démarche, une proposition de qui que ce soit. Eux, ils ont le beau rôle d'être le parti le plus implanté, le plus riche et le parti qui a les meilleurs des appuis. Internationalement, ils ont les communicants et tout ça, ils vous disent, voilà, nous avons fait un cadre, nous avons fait une table, mais venez participer à la table. Si vous l'acceptez, vous êtes des collabos. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes des, comment dirais-je, des réactionnaires en griffe. Et quels qu'en soient les cas, que vous acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, de toute façon, l'élection se fera et ils iront aux élections. Donc, par conséquent, comment dirais-je,
la stratégie est, mettons, vicieuse, mais dans le sens où vous ne pourrez pas les reprocher dans l'avenir de ne pas avoir institué un cadre qui vous permette de vous exprimer. Maintenant, donc, que vous vous exprimiez, ça c'est une chose. Mais qu'ils soient contraints d'accepter vos recommandations, vos propositions ou vos atermoiements, ça c'en est une autre. Et dans le passif du Togo, nous a montré que très rarement ils vont à l'encontre de ce que eux ils ont décidé à la base. Donc, ce qui va se passer, c'est mettons que ce sont les comment dirais-je, les opposants qui ont un travail de stratégie, de communication à faire sur eux-mêmes, dans le sens où la question va se poser, va-t-on, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours redondant, va-t-on ou ne va-t-on pas aux élections, va-t-on aux élections dans les cadres définis dans le processus, dans la manière dont les élections se tiennent actuellement ou pas, en fait, si vous voulez, et c'est un peu ça qui est lassant un peu, mettons que c'est une méthode d'usure, c'est que on est dans quelque chose de cyclique où on revient toujours aux mêmes questions, aux mêmes frictions, aux mêmes... Et à la fin, malheureusement, on n'en sort pas, quoi. On n'en sort pas. Et ce qui est sûr, c'est que ces élections se tiendront. L'ANC dit, voilà, c'est là où on rentre, par exemple, dans les exercices de communication qui, si vous voulez, peut agacer le plus grand nombre. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, on n'a aucune information, on est au courant de rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se dit. Donc, on parle seulement. Les personnes disent, nous allons partir aux élections, nous savons tous que vous allez partir aux élections. Nous allons faire un cadre de concertation où nous pouvons discuter. Venez tous discuter, mes enfants, en griffe. Un parti dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se dit lors des discussions, et ainsi de suite, mais dit, nous ne ferons pas de chaises vides, donc ça veut dire que vous y participez, mais que vous savez que ce que vous énoncez ne sera pas pris en compte, et maintenant vous ne nous dites pas de quoi il s'agit dans le fond, et bien entendu, vous dites non, nous ne ferons pas la chaise vide, donc c'est que vous irez aux élections. Donc ça veut dire que si vous allez aux élections, c'est avec ce qu'aura décidé le plus fort. Bon, au final, il faut comprendre que les gens soient mélangés dans la tête, se perdent un peu, et qu'à un moment, il ne faut pas justement s'étonner qu'à un moment, les gens se désolidarisent de la chose politique. Parce que... Bon... Je vous lis cet extrait du communiqué de l'ANC pour finir, à moins que Fioclo peut-être ajouter quelque chose. Les positions divergentes peuvent exister dans un cadre d'échange républicain sans pour autant être prétexte à renoncer aux discussions. Au contraire, elles doivent constituer des points d'attention à aborder par l'ensemble des acteurs en vue de dégager des solutions consensuelles, estime le parti Unir. Fioclo pour terminer. Estime le parti Unir. Oui, puisque avant de commencer la concertation, il y a un règlement intérieur qui a été signé par tous les acteurs et qui est dans ce règlement, c'est ce règlement intérieur qui a interdit que tout ce qui se fait dans ce cadre soit mis dehors. Et ils ont accepté de participer jusqu'à ce jour. Et moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils font ce genre de communiqué. C'est ça. Oui. Non, mais Luis, pour la fin. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'on communique là-dessus? Maintenant qu'on sait qu'on sent le roussi, c'est-à-dire qu'on sort un communiqué. C'est là où ça devient antinomique. C'est-à-dire que c'est ce qui revient à la question fondamentale. Quel est l'objectif derrière, en fait, ce cadre? Qu'est-ce que les gens veulent? Les politiques, en fait, moi, j'ai juste écouté un politique la dernière fois dire qu'il s'agit juste de divertir les gens. Divertir juste parce qu'à un moment donné, je le disais tout à l'heure, il y a cette contestation électorale de l'élection présidentielle du 20 février 2020. Donc, à un moment donné, il va falloir occuper les gens. C'est-à-dire que leur détourner l'attention, venez au cas de concertation, on va parler. Et en le faisant, c'est-à-dire qu'on les prive de la rue. Quand les opposants seront autour de cette table-là, ils n'auront plus d'agenda, surtout qu'il y a un règlement intérieur qui a été défini. Donc, ils sont contraints de le respecter.
Peut-être qu'on leur a dit que quand vous êtes là-bas, le doyen l'a confirmé, ça dit que tout ce qui se dit là-bas doit rester entre les acteurs. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que je donne raison à cet acteur politique-là qui pense qu'il s'agit juste d'occuper les acteurs politiques pour ne pas embraser ou bien pour ne pas faire descendre encore les manifestants. Luis Kamako. Il faut noter aussi que quand les gens parlent de contentieux relatifs aux élections de février 2020, c'est passé. C'est passé. Ouais. On peut il faut faire face. Il faut faire face à ce qui arrive. Mais les acteurs doivent revenir au pays. Non, mais c'est pas ça. Mais dans ce cadre, on peut décider. Ça peut arriver. On peut décider que tous ceux qui sont embastillés lors de cette élection soient libérés. Ceux qui sont partis en exil rentrent. C'est dans ce cadre qu'on doit le faire. On est au début. On n'a pas encore fini. Ils peuvent participer également au 9e ronde. Ça peut être une vingtaine de rondes. Ce qui est là, Auris l'a bien dit. C'est le parti au pouvoir qui organise ce cadre de concertation afin de permettre à tous les partis politiques de prendre part aux élections régionales. On a compris du journal L'Enquêteur. Merci à vous. Merci également à Luis Kamako, l'élégant journaliste et rédacteur en chef de Togo Breaking News, et Auris Donkovi, activiste panafricain. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Auris, c'est pas encore fini. Merci à vous et aussi pour l'attention particulière. Très bon suite de nos programmes.